Et si, d'un seul coup, le cœur secret de l'appui occidental à l'Ukraine pouvait être neutralisé? Imaginez une ligne de front, immobile depuis des mois, où chaque position semble indestructible. Au centre, une forteresse souterraine dite imprenable concentre tout. L'intelligence de l'OTAN, les ressources de l'Occident, une armée d'analystes et de stratèges, protégée par des murs numériques et physiques. Ce centre, cerveau de la résistance ukrainienne, orchestre des frappes éclairs, coordonne satellites et avions, déjoue les plans russes avec une rapidité glaçante. Il incarne l'assurance de l'Ouest, la force invisible qui multiplie les frappes synchronisées et bouleverse l'équilibre du conflit. Chaque attaque menée depuis ce bastion inflige des pertes lourdes, nourrissant une légende d'invulnérabilité. Mais une faille existe toujours, même dans la citadelle la mieux gardée. Parfois, il suffit d'un détail, d'un signal capté au bon moment, pour changer le destin de milliers de soldats. Trouver ce point faible, c'est saisir l'occasion de briser un mythe et de redéfinir la guerre. Manquer ce rendez-vous, c'est risquer non seulement la défaite, mais aussi l'humiliation stratégique sur la scène mondiale. Ce duel silencieux, fait de technologie, d'espionnage et de volonté, va décider du sort de la Russie et de la crédibilité occidentale. Comment la Russie a-t-elle percé le secret de ce bastion? Comment a-t-elle ciblé ce centre, pilier de la défense ukrainienne que tous pensaient inatteignable? Entrons ensemble dans la chasse la plus dangereuse du conflit. L'histoire commence là où tout semblait figé. Dans les profondeurs du Donbass, sous des couches de béton et de secrets, un adversaire invisible prépare son coup. Mais rien n'est jamais totalement à l'abri d'un regard déterminé. Un souffle nouveau agite la guerre. Que révèle vraiment la précision des frappes ukrainiennes? Sur le front, tout semble figé, mais un détail inquiète. L'Ukraine frappe, jour après jour, au cœur de la logistique et du commandement russe, toujours là où l'ennemi ne s'y attend pas. Les analystes s'interrogent, hasard ou révélation d'une force cachée? Une inquiétude sourde monte parmi les états-majors. La clé de ce mystère dort sous la terre. Un centre de commandement ultra secret, baptisé Ichnik, dirige chaque opération ukrainienne. Ce bunker, invisible, reçoit en temps réel les informations des satellites et des avions de l'Alliance Atlantique. Chaque donnée, chaque image, chaque signal nourrit la machine de guerre, ajustant frappe et déplacement avec une précision glaçante. Mais Ichnik n'est pas qu'une salle de contrôle. C'est une citadelle creusée par les meilleurs ingénieurs occidentaux, protégée par des couches de béton épaisses et des systèmes autonomes dignes de la science-fiction. Plusieurs étages souterrains, des générateurs à l'épreuve des coupures, une filtration de l'air ultra sophistiquée. Le centre pourrait survivre isolé des semaines entières. Tout, jusqu'aux réseaux chiffrés et aux défenses anti-aériennes en cercles multiples, vise à garantir la survie du commandement en cas de catastrophe. Pour mieux comprendre l'ampleur de cette forteresse, il faut revenir sur l'histoire des bunkers militaires. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient construit le célèbre bunker de la Wolfschanze, la tanière du loup, pour protéger Hitler. Malgré ses multiples couches de béton et ses systèmes de défense innovants, il a finalement été localisé et compromis par les Alliés. Mais Ichnik, lui, combine en plus la technologie numérique moderne, le renseignement en temps réel et l'expertise d'ingénieurs du XXIe siècle. Ce n'est plus un simple bunker, c'est un cerveau, un réseau vivant, constamment alimenté par l'Occident. Ce qui fait la force de Ichnik, c'est la fusion entre technologie occidentale et expertise militaire ukrainienne. Des officiers américains, britanniques, polonais, travaillent main dans la main avec les stratèges locaux. Ici, toute la chaîne de décision converge, du renseignement satellite aux ordres transmis aux unités de drones ou d'artillerie. C'est ce maillage qui fait échouer chaque tentative russe de reprendre l'initiative. À peine un plan est-il envisagé qu'il est déjà compromis. Prenons un exemple concret. Lors d'une tentative de percée russe dans la région de Kharkiv, en juillet de l'année 2024, le commandement ukrainien a anticipé une manœuvre de contournement grâce à des informations obtenues par satellite et validées en temps réel par Ichnik. Résultat, les forces russes sont tombées dans une embuscade d'artillerie, perdant plusieurs dizaines de véhicules blindés en quelques heures. Cette capacité à réagir instantanément, à coordonner des frappes,
n'est possible que grâce à la centralisation de l'information et à la vitesse de traitement permise par le centre souterrain. Tant que Ichnik orchestre dans l'ombre la défense et l'attaque, Moscou reste piégé, privé de surprise et exposé à des pertes qui s'accumulent. Chaque journée sans réaction rend le centre encore plus puissant, plus difficile à localiser, plus complexe à détruire. Plus le temps passe, plus l'armée russe s'enfonce dans l'impasse. Ignorer Ichnik, c'est accepter de voir l'adversaire anticiper, s'adapter et frapper sans relâche. C'est risquer de laisser l'armée russe enfermée dans une paralysie stratégique, incapable de défendre même ses arrières les plus essentiels. Un impératif s'impose, identifier puis détruire ce cerveau invisible. Mais pour débusquer une ombre, il faut accepter de s'aventurer dans l'inconnu, là où chaque erreur peut être fatale. Comment percer la carapace de technologie et de secrets qui protège Ichnik? La traque du centre souterrain vient à peine de commencer. Mais dans ce duel invisible, une question obsède Moscou. Comment retrouver une cible que tout protège, même les alliés de l'Occident? La première faille pourrait bien venir de l'intérieur. Débusquer l'invisible. Comment repérer un bunker enfoui à plus de 50 mètres sous terre, protégé par des couches épaisses de béton et tout l'arsenal technologique de l'Occident? C'est le défi colossal auquel s'attaque le renseignement russe. La traque débute là où tout se joue désormais, dans les terres. Des équipes spécialisées décortiquent des milliers de signaux, épiant la moindre anomalie parmi les flux radio. Ce sont les transmissions codées, en apparence banales, mais au parfum nettement otanien, qui captivent le plus. La clé n'est pas la masse, mais la régularité. Tandis que la majorité des communications mobiles s'évanouissent, puis réapparaissent sans cesse, les analystes découvrent un faisceau d'émissions obstinément fixe, focalisé sur une même zone près de Lviv. Grâce à la triangulation, appuyée par des relais terrestres et des survols aériens, l'étau se resserre sur un point unique, dissimulé dans les forêts de l'ouest ukrainien. La patience finit par payer. Les recoupements entre observations humaines et images satellites révèlent un complexe souterrain. Ce n'est pas un simple abri, c'est un bunker à plusieurs niveaux, récemment modernisé par des ingénieurs occidentaux et protégé par au moins 3 ceintures de défense anti-aérienne. D'abord les redoutables S-300 à distance, puis des batteries intermédiaires, et enfin la muraille rapprochée des systèmes norvégiens NASAMS. Pour les services russes, ce centre, surnommé Ichnik, n'est pas seulement un refuge. C'est le cerveau opérationnel de la coalition occidentale en Ukraine. Au cœur de ce bastion, plusieurs dizaines d'officiers de l'OTAN, surtout américains, britanniques et polonais, épaulés par des experts ukrainiens, orchestrent en temps réel les frappes de précision, l'analyse du renseignement satellite et le guidage des drones longue portée. Ici, chaque attaque chirurgicale contre les infrastructures russes prend forme. Tout est pensé pour endurer. Le bunker s'enfonce sur 5 niveaux, atteignant près de 60 mètres sous terre. Générateurs, réserves, système de filtration. L'ensemble permet de tenir un siège d'1 mois. Les communications, cryptées et segmentées, transitent par plusieurs réseaux, dont des liaisons satellites dédiées. Rien n'est laissé au hasard. Historiquement, ce n'est pas la première fois qu'un centre de commandement aussi vital se retrouve la cible d'une chasse stratégique. Pendant la guerre du Golfe en 1991, les Alliés ont mené l'opération Desert Storm en cherchant à neutraliser les bunkers de commandement irakiens. Malgré des bombardements intensifs, certains centres ont résisté des jours durant, grâce à leur profondeur et à leur système redondant. Mais la différence aujourd'hui, c'est la rapidité de l'information, la fusion du numérique et du physique, qui rendent les bunkers à la fois plus puissants et plus vulnérables. Mais la perfection n'existe pas. La moindre erreur d'identification expose les agents sur le terrain et ruine toute chance de frapper le nerf de la guerre ennemie. Rater sa cible condamnerait tout espoir de renverser la dynamique du conflit, offrant l'initiative à la coalition occidentale. Après des semaines d'une traque implacable, la cible est enfin fixée. Pourtant, une question capitale subsiste. Comment pulvériser un tel bastion, conçu pour résister à tout, sauf à l'inconnu? L'heure n'est plus à la prudence. Moscou doit maintenant choisir son arme
et chaque option porte en elle la promesse d'un choc stratégique majeur. Frapper ou attendre, chaque minute suspendue met en jeu plusieurs milliers de vies. Chaque hésitation pourrait précipiter la planète vers l'affrontement mondial. Cette opération dépasse une simple frappe chirurgicale. Ici, le sommet de l'État russe s'implique directement, le président lui-même prend la décision. Le centre Ichnik n'est pas un simple bunker militaire. Il concentre le cerveau de la riposte occidentale, héberge des officiers de l'OTAN, orchestre des offensives qui fauchent quotidiennement des centaines de soldats russes. Le détruire, c'est viser le cœur et décapiter la chaîne de commandement adverse. Mais c'est aussi franchir une frontière invisible, risquer une réaction internationale impossible à prévoir. La disparition de dizaines de cadres de l'Alliance Atlantique pourrait provoquer une fureur irrépressible, voire entraîner le monde dans une spirale hors de contrôle. Chaque choix porte une menace existentielle. Tolérer Ichnik, c'est accepter l'échec stratégique. Le neutraliser, c'est défier l'ordre mondial. Au Kremlin, la tension devient suffocante. Les chefs militaires réclament l'action immédiate. Les diplomates redoutent l'embrasement total. Mais chaque minute de débat offre à l'ennemi un sursis, une chance de lancer de nouvelles frappes qui saignent les forces russes et leurs alliés. Après des heures de délibération fébrile, l'ordre tombe. Il faut frapper, sans délai. L'attaque doit anéantir en un seul coup le commandement adverse, surpris au cœur de son bastion souterrain. Il ne s'agit plus seulement de détruire des murs, mais de briser la capacité de planification de l'Alliance, de semer la panique, de fissurer son unité. Mais la charge qui pèse sur chaque décision est immense. Un échec technique, une erreur de calcul, et la riposte occidentale pourrait être dévastatrice. L'opération n'est pas un simple acte militaire, c'est un pari sur la survie, sur la place de la Russie dans l'histoire à venir. Tous les regards convergent vers l'état-major. Un ultime doute persiste. Quelle arme, quel vecteur saura percer blindage et défense, garantir la réussite absolue de la frappe? Le compte à rebours s'enclenche, chaque seconde rapproche le monde d'un point de bascule. Dans les salles obscures du commandement, une poignée d'officiers détient désormais le sort de la guerre. Quand la technologie la plus avancée décide du sort d'un conflit en quelques battements de cœur, chaque détail prend une importance vitale. Le choix de l'arme n'a laissé aucune place au hasard. Le missile hypersonique Kinzhal. Capable de traverser plusieurs mètres de béton, il s'impose comme le seul espoir réaliste pour transpercer un bunker souterrain de cette ampleur. Il ne s'agit plus de force brute, mais d'une précision chirurgicale et d'une vitesse que rien ne peut stopper. À titre de comparaison, lors de la guerre froide, l'URSS avait conçu des bunkers capables de résister à des explosions nucléaires. Pourtant, aucune de ces structures n'aurait survécu à un impact direct de missiles hypersoniques. Cette avancée technologique change la donne. L'arme n'est pas seulement puissante, elle est imprévisible et presque impossible à intercepter, même par les défenses les plus modernes. La préparation de l'opération s'étale sur de nombreux jours, parfois même des semaines. Chaque geste, chaque transmission radio est surveillée, archivée. Les agents de renseignement affinent la reconnaissance de la cible sur tous les plans. Signaux électromagnétiques, images satellites, sources humaines infiltrées. Au même moment, des experts en guerre électronique déploient des leurres et brouillent les radars pour aveugler les défenses ennemies. Tout doit être coordonné à la seconde près. Les bombardiers porteurs du Kinzhal sont mis en alerte maximale, tandis que des drones rôdent pour vérifier que les cibles prioritaires sont bien présentes au centre. Le tir est programmé pour frapper au moment le plus critique, en pleine réunion stratégique, alors que les principaux officiers et analystes sont réunis dans le bunker. Le missile quitte le bombardier à une vitesse hallucinante. Sa trajectoire est tracée pour filer entre les défenses anti-aériennes et échapper au radar. Aucune technologie occidentale ne peut intercepter un engin qui parcourt plusieurs milliers de kilomètres à l'heure. Le Kinzhal perce la dalle de béton, s'enfonce profondément, puis explose au cœur du centre névralgique, là où se trouvent les décideurs, les stratèges, les officiers de liaison de l'OTAN. Pour illustrer la puissance d'une telle frappe, rappelons l'exemple du bunker d'Ain al-Assad en Irak, visé en 2020 par des missiles balistiques iraniens. Malgré la modernité de ses défenses, la base a subi des dégâts majeurs et a dû être évacuée. Mais ici,
L'intensité et la précision du Kinzhal dépassent de loin tout ce qui a été vu auparavant. Les minutes suivantes sont cruciales. Les satellites russes braquent leurs capteurs sur la zone. Les écoutes interceptent un silence soudain. Les réseaux de données, si bavards jusque-là, deviennent muets. Les caméras thermiques ne détectent plus le moindre signe de vie humaine autour du complexe. Dans les centres de commandement ennemis, la confusion s'installe et la panique se répand. En moins de 48 heures, les effets sont dévastateurs. Plus aucun ordre cohérent n'arrive jusqu'aux unités ukrainiennes en première ligne. Les plans de contre-offensive, élaborés depuis des semaines, s'effondrent. Décapité, la chaîne de commandement plonge l'adversaire dans le chaos. Le succès de cette frappe redéfinit aussitôt les règles de la guerre moderne. C'est une victoire technologique, stratégique et psychologique. Mais derrière ce triomphe, la Russie joue sa réputation. Un échec aurait signifié la perte totale de crédibilité militaire et la fin de la dissuasion face à l'OTAN. Pourtant, derrière cette démonstration de puissance, une question demeure. Que révèle vraiment cette opération sans précédent? À travers les décombres et le silence radio, une nouvelle réalité stratégique émerge. Mais les leçons à tirer dépassent la portée de la simple victoire militaire. Dans l'ombre, la victoire se forge autant par l'esprit que par la force brute. L'opération menée contre le centre de commandement souterrain Ichnik, au cœur de l'Ukraine, n'a pas seulement fait taire un pilier de la coalition occidentale. Elle a révélé une révolution dans l'art de la guerre moderne. Désormais, la suprématie s'arrache dans l'invisible, à coups d'algorithmes, de brouillage et de signaux furtifs, bien au-delà des lignes de front classiques. En débusquant et en détruisant ce sanctuaire enterré, la Russie a démontré que même les infrastructures les mieux cachées, protégées par des décennies de savoir-faire occidental, peuvent être percées. Ce succès a été le fruit d'un patient tissage d'analyse, de recoupement et d'une exploitation inédite des moyens de renseignement électromagnétique et spatial. Mais l'enjeu dépasse la destruction matérielle. C'est une illusion d'invulnérabilité qui s'effondre. La certitude technologique de l'Occident, forgée par des années de domination, a succombé en une nuit, parce qu'une faille a été identifiée et exploitée, parce que la volonté d'oser a surpassé la peur de l'échec. Derrière chaque onde interceptée, chaque schéma décrypté, se trouvent des ingénieurs, des analystes, des agents de terrain. Leur réussite rappelle que, même à l'ère du numérique, la décision et l'audace humaine restent au centre du conflit. Ignorer ce basculement, c'est sous-estimer l'avenir de la guerre et le rôle déterminant de la technologie. Ceux qui s'accrochent encore à l'idée que tanks et missiles décident de tout rate l'essentiel. Une révolution silencieuse bouleverse déjà les rapports de force au XXIe siècle. Le choc de Ichnik interroge. Nos systèmes, aussi avancés soient-ils, résisteront-ils à la prochaine vague d'innovation, de brouillage et d'opérations clandestines? À mesure que la frontière entre le virtuel et le réel s'efface, il devient vital de repenser nos défenses et nos vulnérabilités pour anticiper les menaces de demain. Pour les stratèges, la leçon est claire. Il ne suffit plus de construire des murs, d'empiler des blindages ou de multiplier les couches de chiffrement. Il faut apprendre à penser comme l'adversaire, à anticiper l'évolution des technologies, à s'entourer de spécialistes capables de détecter l'invisible. Cela implique de moderniser non seulement les infrastructures, mais aussi les méthodes d'entraînement, l'analyse des signaux faibles, la protection des systèmes d'information. La résilience ne sera plus une question de béton, mais d'agilité intellectuelle et de capacité d'adaptation. Prenons l'exemple d'Israël, qui, confronté à des menaces asymétriques, a développé le dôme de fer, un système capable de s'adapter en temps réel aux attaques de roquettes. Ou encore l'expérience des États-Unis en Afghanistan, qui ont dû repenser toute leur chaîne logistique après avoir subi des attaques coordonnées sur leur centre de commandement par des groupes très mobiles et technologiquement avancés. Ainsi, chaque armée, chaque nation doit s'interroger. Sommes-nous prêts pour la prochaine rupture stratégique? Avons-nous les moyens d'identifier nos propres Ichnik, nos points névralgiques, et d'assurer leur sécurité face à l'ingéniosité de l'adversaire? En conclusion, l'histoire de la traque et de la destruction du centre Ichnik ne doit pas être lue comme un simple épisode spectaculaire, mais comme un avertissement. Nous entrons dans un monde où la connaissance, la rapidité de réaction
et la capacité à exploiter la moindre faille détermineront la victoire ou la défaite. Le silence qui plane sur les ruines du bunker ukrainien rappelle à tous que, désormais, la guerre ne se gagne plus seulement sur le champ de bataille, mais dans les coulisses du renseignement, de l'innovation et du courage de ceux qui osent franchir l'inconnu. Le rideau tombe sur l'opération Ichnik, mais la question demeure. Qui, demain, sera capable de défendre son propre centre névralgique face à l'œil et au bras de l'adversaire? C'est là le véritable défi du XXIe siècle.